Chers amis, les choses se terminent toujours en chanson, paraît-il, en France. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ce Golden Boy à la voix d'or, Jean-Marie Darmian, ancien responsable des finances au conseil départemental de Gironde. Celui qui a créé, soit dit en passant, la piste cyclable entre Créon et Sauveterre de Guyenne, et ancien maire de Créon. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mon cher Jean-Marie. Et en plus, il fut un temps où il était supporter des Girondins. Ah oui, j'étais plus que supporter. J'ai travaillé autour des Girondins et de l'environnement des Girondins. Avec mon frère Alain, le pauvre qui est malheureusement atteint par la maladie de Charcot, oui. Et donc tu nous reviens ici en conquérant parce que, en 2023, grand moment, ton bouquin sur ton passé d'immigré italien qui a remporté un franc succès qui s'appelait Les 9 vies d'Ezio a remporté le Grand Prix de Saint-Estèphe. C'est bien cela, en 2023. Oui, le prix du jury de Saint-Estèphe, une belle surprise. Et à laquelle tu ne t'attendais pas. Oui, parce que c'était un moment d'émotion, parce que c'était la reconnaissance que l'histoire qui était à travers ce livre pouvait intéresser un grand public, un public plus large. Un prix, c'est ça. C'est la possibilité que l'on a de montrer que cette histoire est accessible à beaucoup plus de monde que le titre le laisserait supposer, par exemple. Alors tu te souviens, nous étions venus chez toi à Créon. Oui. Il y avait une table d'écoliers que tu avais déployée pour la circonstance. C'était il y a 3 ans déjà. Tu nous avais largement parlé de ta vie, vie d'immigré, vie d'enseignant. Dans ta famille, il y a un célèbre Darmian qui a pris sa retraite internationale avec la Squadra, qui avait 35 ans, je crois, latéral, qui était titulaire. Alors, lors du dernier Euro, il n'était pas là. S'il était là, le dernier Euro. C'est à l'Euro précédent qui n'avait pas été sélectionné. Oui, il était présent au dernier Euro. Il était présent. Il a joué le dernier match de l'Italie, qui n'a pas été un grand succès d'ailleurs. Non, les Italiens n'ont pas brillé. Je pense qu'il a préféré arrêter. Il se consacre à l'Inter, où il est en concurrence avec Pavard pour le poste de 3e défenseur. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mais enfin, jusqu'à présent... il a joué le dernier match de Coupe d'Europe et il a l'air de maintenir sa place et son niveau. Enfin, disons que son passé, son avenir est peut-être derrière lui, on va dire je les pense, choses comme ça. Sincèrement, oui. Il va falloir penser à la reconversion. Je pense qu'en Italie, ce n'est pas aussi simple qu'on le dit. Il y a beaucoup de pression sur les joueurs et il faut être toujours au top, vraiment au top pour pouvoir... rester dans les groupes de l'Inter, de la Juventus ou de l'AC Milan. Tu es venu pour nous parler de ton dernier ouvrage. Et la première chose qui m'est venue à l'idée, moi en tant qu'ancien prof d'histoire, la Commune de Paris. Évidemment, Louise Michel, les communards. Alors c'est pas le groupe Les Communards, mais c'était ceux qui défendaient la Commune de Paris. C'est un événement dont il faut peut-être rappeler un peu la teneur. Oui, il faut rappeler qu'en 1871, au moment de la défaite de Napoléon III et la chute de l'Empire, on revient à une république très fragile parce que les bonapartistes sont toujours présents. Et le fameux Adolphe Thiers, dont j'ai toujours regretté... Qu'il s'appelle Adolphe. Oui, mais je regrette toujours qu'on ait maintenu des rues Adolphe Thiers alors qu'on chipote quelquefois sur des autres patronymes beaucoup moins critiquables. Adolphe Thiers va mener une répression terrible contre la commune libre de Paris. Cette commune libre qui met en œuvre des principes démocratiques qui reposent sur l'autogestion en particulier, ce qui évidemment va à l'encontre des intérêts de Thiers et de ceux qui le soutiennent. Et il va y avoir une épopée sanglante. La commune libre va mal finir avec cette fameuse chanson. Tu évoquais Ma voix d'or, je ne l'ai pas, mais Le temps des cerises, qui va marquer la fin de l'histoire de la Commune de Paris, qui avait fait en 6 mois ce que la Troisième République sera incapable de faire dans toute sa durée. Et on avait un président monarchique, c'est ça qui est incroyable, MacMahon, et on a érigé la basilique
à Montmartre pour expier la défaite contre les Prussiens. On a quand même fait de drôles de choses dans notre histoire, hein, et je suis pas sûr que tous les Français le sachent. Oui, et c'est pas un hasard d'ailleurs, pour faire le lien, que la première commune libre de l'histoire de France, c'est-à-dire la sécession d'un quartier d'une commune existante, légale, dite administrative, soit celle de Montmartre. C'est la plus célèbre. Ah, ça je le savais pas. Si, la commune de Montmartre va s'ériger en commune libre dans les années 30, va devenir un mythe, puisque les gens de la commune libre vont constituer un conseil municipal, élire chaque année un maire, ça existe encore. Oui, oui, oui. Faire une fête chaque année La et fête faire les fêtes du vignoble, puisqu'on voilà, est dans... c'est Eh vendange. oui, Oui, c'est la période, ouais, là, je crois que oui. c'est ce week-end Ouais, ou le ouais, week-end ouais. suivant, que la commune libre fait ses vendanges avec une grande fête. Et la volonté de montrer que les gens étaient toujours capables de s'autogérer dans leurs ressources, dans leur organisation et dans leur vie commune. Donc ça va essaimer un peu et on va retrouver à peu près 130 à 140 communes libres parsemées en France. Il va y avoir une commune libre à Lyon, celle des Canuts. Ah oui, Voilà. qui s'était révolté au Voilà, il va y 19e avoir siècle. des communes libres sur certaines villes du sud de la France. Il va y avoir dans les quartiers ouvriers où ils vont prendre le pouvoir. Et à Bordeaux, il va y avoir 3 quartiers qui vont s'ériger en commune libre. Mériadec, évidemment, mais le vieux Mériadec. Évidemment, le vieux Mériadec. Le Mériadec pauvre et dans lequel il y avait une vie sociale particulièrement La cour des intense. miracles. La Cour des Miracles. Et Ouais. le quartier Saint-Pierre également va s'ériger en commune libre. Et le troisième? Et il va y avoir une tentative à la gare, mais qui ne va pas être très concluante. Voilà, ça va Et pas pas à trop- Bacalan. Non, Surprenant. Bacalan avait quelque chose de particulier, c'est la puissance associative. Ouais. En particulier, dès les années 30, l'amicale laïque de Bacalan. L'amicale du Paty, qui va devenir, l'Églantine du Paty, va devenir peu à peu au fil des années une entité organisatrice qui va peut-être éviter. Enfin, le président du Paty était considéré un peu comme le maire du quartier ou la personne représentant le quartier. Alors il y avait quand même un point commun à toutes ces communes, c'était souvent des quartiers d'immigrés. Oui. Hein, Saint-Pierre, alors c'est plus le Saint-Pierre d'aujourd'hui, Non, hein, non, on va le non, rappeler à nos non, amis non. bordelais, le Saint-Pierre qu'on a connu tous les deux il y a 40 ans, qui était vraiment quartier d'immigration par excellence. Tu as parlé de la gare, bah, ça l'a toujours été, ça l'est encore. Bacalan, bon ce n'était pas le cas, tu m'as dit il y a un troisième quartier qui était Mériadec, bien Mériadec. évidemment, Mériadec qui était un caravansérail absolument incroyable, hein, tout cela avant que ce nouveau quartier de Mériadec ne sorte de terre, c'est-à-dire dans les années 60 me semble-t-il. Voilà, les années 60, oui. Et On rase Chaban tout. décide de tout raser Ouais. et de reconstruire le fameux quartier Mériadec qui était calqué sur Brasilia et la vie à 2 niveaux qui va mal vivre parce que Mériadec va devenir un quartier de bureaux, un quartier d'affaires, Ouais. un quartier de... Un quartier dortoir, faut dire les Ouais, choses. dans lequel il est difficile de vivre réellement malgré l'implantation du centre commercial. Mais enfin, bon, tout ça peut changer, tout ça peut évoluer. Mais le Mériadec de l'époque n'a rien à voir avec Avec qu'on celui connaît. d'aujourd'hui, bien évidemment. Quartier libre, c'est chez quel éditeur? On va le remontrer. C'est des bien à la auteurs et des caméra. livres. C'est un Oui. éditeur que j'ai trouvé à La Ciotat. Ouais. C'est un éditeur sympa. Bon, c'est assez difficile parce que tu le sais, les relations, être à La Ciotat et à Bordeaux, c'est pas facile toujours. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je recommande parce qu'il est très fiable dans ce qu'il fait et dans ce qu'il offre aux auteurs. Tu as privilégié un temps, toi, les éditeurs locaux. Hein, c'est arrivé de temps en temps. Oui, mais je resterai discret là-dessus. Oui, tu ne parleras qu'en présence de ton avocat. Non, même pas, parce Même que j'ai pas. renoncé à... Alors, je faire te vivre sais, ça. je te sais évidemment, amateur de foot, ce qui nous rapproche. Bon, il y a l'immigration qui nous rapproche. Moi, elle est portugaise, toi, elle est italienne. Mais il y a l'amour du foot, bien évidemment. Je sais que tu as suivi mon aventure au micro. Malheureusement, j'ai pas pu vous offrir la victoire. J'aurais aimé tellement qu'un Bordelais l'emporte, mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que tu penses de cette situation des Girondins? Alors, je pense d'abord qu'il est impossible que quelqu'un de sensé, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a le sens de l'observation de la gestion des clubs, n'ait pas perçu, il y a déjà quelques années, la direction que prenait le club des Girondins. Donc Lopez savait. Bah, je pense sincèrement qu'on ne peut pas dire
que quelqu'un qui reprend un club. Alors, c'est peut-être la première fois que je le dis, mais j'ai eu le privilège de conseiller Longuepé dans la dernière année de son mandat sur les possibilités d'aider le club à formuler une manière de vivre qui permettait de le sauver. Alors là, je t'ai pas écouté, visiblement. Si, il m'a écouté. Je vais être sérieux. Le club des Girondins a une particularité que personne n'évoque, c'est qu'il n'a pas de biens propres. Oui. C'est un des rares clubs de France dont le patrimoine n'est constitué que par les résultats sportifs et les joueurs. Ouais. Les Américains avaient avancé cet argent dont on a beaucoup parlé pour sauver le club et le remettre à flot avec une gestion aussi qui est critiquable comme toutes les gestions. Mais à un moment, les Américains ont dit bon, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que vous offrez en garantie de l'argent que l'on a déposé, que l'on a mis? Et là, il y a gros problème. Le stade n'appartient pas au club. Exact. Le stade dépense de l'argent du club. Le Hayan n'appartient pas au club. On ne peut pas y effectuer des investissements puisque c'est une propriété de la ville de Bordeaux et on sait bien qu'on ne peut pas effectuer d'investissements privés sur des terrains ou des biens appartenant à une collectivité locale. Donc les Américains ont dit, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a? Les joueurs. Bon, les joueurs, c'est un patrimoine aléatoire, tu le sais comme moi. Une blessure et le joueur perd toute sa valeur. Bien sûr. Donc les Américains ont dit, bah, nous, on cesse de financer, dans la mesure où ils étaient venus, et ça aussi, ça n'a pas été dit, avec un espoir, c'était l'équipe féminine. Parce que tu sais comme moi, et tu es un meilleur connaisseur que moi, que le football féminin est capital aux États-Unis. Absolument. Et ils avaient envisagé une équipe de Bordeaux européenne. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas, ou pas loin, et qui permettait aux Américains d'amener le nom Bordeaux à travers le vin et à travers la femme. Oui. Il y avait une perspective de développement économique. Mais il me semble qu'il y avait un ambassadeur, c'était Saveljic, qui représentait le club aux États-Unis, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'était leur vision. Saveljic. Mais de l'autre côté, il y avait cette vision ou cette volonté de développer ce football féminin et d'avoir quelque chose de représentatif. Mais il y avait quand même l'équipe première des hommes. Oui. Enfin, voilà. Et là, ça s'est gâté parce qu'on a déposé un projet de création de grandes cités du sport autour du stade actuel, mais pour des problèmes... Alors, changement de municipalité, on ne l'a pas dit aussi. Ça aussi, ça a dû les jouer. engagements qui avaient été pris par l'une ont été quand même secoués par l'autre. Là aussi, c'est des choix qu'on ne peut pas critiquer. Chacun est libre de son parcours. Et résultat des courses, les Américains ont dit on ne peut pas investir, on ne peut pas se garantir. On ne peut pas être certain que notre argent nous reviendra. D'ailleurs, il n'est toujours pas revenu. Hein. Et donc, voilà, on clôt le chapitre. Toutes les démarches qu'a effectuées Longuepé pour essayer de convaincre les élus, la métropole, de vendre le stade ont été impossibles. Elles le sont toujours. Alors, quand on parle de cette équipe, c'est celle qui a précédé Pierre Urmic. Oui. C'est-à-dire Nicolas Florian, voilà, en l'occurrence, qui était aux affaires. Voilà. On n'a pas pu accrocher sur la vente du stade. Ouais. Ça a été à un moment quelque chose qui était envisageable. Je me souviens d'un rendez-vous. Et puis, Frédéric Longuepé est un homme qui avait une rigueur de sportif dans un sport qui n'a pas la même même mouvance, la même approche que le... Il s'est fait détester, me semble-t-il, à tort, peut-être à cause de cette rigueur. Je crois qu'il s'est pas bien vendu. C'était pas quelqu'un c'était pas un commercial. Il n'y arrivait pas. Et je pense qu'avec les supporters, ça n'a pas collé à cause de cela. Finalement, Lopez a voulu être beaucoup plus vendeur d'une certaine façon, mais à l'arrivée, je ne suis pas certain. Il a eu les mêmes problèmes. Il a eu les mêmes problèmes, exactement. On ne peut pas concevoir qu'on fasse un stade comme de l'importance de Bordeaux qui ne soit basé que sur les résultats sportifs. Une collectivité qui investit, par exemple, dans une salle de spectacle, elle sait qu'elle aura des contrats, elle pourra faire venir des gens, elle pourra perdre de l'argent, mais
elle aura. Mais là, le résultat sportif, il est aléatoire, on l'a bien vu. C'est pour ça qu'à un moment, la chute a entraîné non pas la perte de public, non pas la fidélité, non pas les supporters, mais a fait perdre la crédibilité au club, qui fait que les Américains ont dit ce que l'on a mis dedans, on va le perdre, ils se sont Moi j'ai retirés. une question naïve à te poser. Pourquoi Frédéric Longuepée s'est-il tourné vers toi et pourquoi pas le successeur? Pourquoi pas Gérard Lopez? Ah, moi, j'ai pas voulu. Il aurait pu bénéficier non, à un de ton moment, travail. il y a eu une approche, on a tenté. Bon, là aussi, ça fait partie des choses que j'ai jamais dites. On a tenté de trouver des associés. Tu ne l'as jamais dit tout cela, là, tu le dévoiles. Non, mais je le dévoile, je te le dis aujourd'hui. aujourd'hui. Mais si tu veux, je me souviens de rendez-vous avec lui où je l'ai amené, rencontré. Tu parles de Gérard Lopez, là? Oui. Non, Longuepée. Longuepée, Et puis oui. après, il y a eu une rupture quand même. Il y a eu une rupture parce qu'ils ont considéré qu'ils allaient sauver les choses sans cette garantie-là. Actuellement, le gros problème des Girondins, c'est qu'il y a des dettes, il y a un passif, il y a des contrats qui ont été signés qu'il faudra tôt ou tard honorer d'une façon ou d'une autre, mais qu'en contrepartie, il n'y a rien. Alors certes, ils ont fait signer des joueurs potentiellement intéressants, mais c'est pas ça qui va apporter une contrepartie à environ... Le niveau du 120, championnat 100 000, interdit d'imaginer une solution Donc sportive on à court retrouvera terme. tôt ou tard le même problème, tant Bien qu'on sûr. n'aura pas réglé ce problème-là. Ça passe sans doute par un repreneur qui Ça peut intervenir à n'importe quel Ça moment. passe par quelqu'un qui aura le courage de dire je viens, je sauve, j'avance, mais il faudra m'aider à développer un concept Mais ça économique doit autour pouvoir du se club. trouver. Parce que finalement, bon, bien sûr, c'est beaucoup de millions pour le tout un chacun. Mais quand on a l'image Girondin de Bordeaux, 100 millions, ça ne me semble pas être une somme totalement extravagante au regard des sommes qui sont investies en Angleterre. Et s'il y a bien un moment où il faut racheter le club, ben c'est maintenant. Alors, C'est pas quand il est au sommet. je vais aussi dévoiler quelque chose. Il y a eu la grande polémique sur l'écusson du club. Je ne sais pas si tu Oui, te bien rappelles. sûr, je m'en souviens Voilà. très bien. Oui. Parce que les Américains ont dit on a une chance peut-être de rester si on met Bordeaux en avance avant Girondin. Oui. C'est-à-dire eux ils disent La marque il faut- Bordeaux. Non, mais il faut se mettre à la place d'un Américain. Girondin de Bordeaux, Girondin à San Francisco ou à... Alors bien que la Gironde soit un département Oui, mondialement ça connu. parle absolument pas, voilà. bien sûr. Mais bien par contre, sûr. ce qui les intéressait, c'est que Bordeaux apparaisse en premier. Et ce Bordeaux-là, il est jamais, c'est jamais passé. Ça n'a jamais pu se faire. Donc ça s'est accumulé peu à peu et j'ai vu peu à peu la situation se détériorer en disant là on est au bout du bout. On ne peut pas utiliser Bordeaux, on ne peut pas avoir de garantie financière d'investissement. Le stade coûte cher. Le stade coûte cher, Ouais. les joueurs perdent de leur valeur. Alors, certes, on peut considérer que le capitalisme se fait à fond perdu, mais enfin, bon, il y a des limites quand même. Alors c'est quand même curieux que ce soit un homme de gauche qui dise tout cela, parce que tu as jamais mais été... parce que c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et toi tu le dis, parce que tu es un peu sorti des fini. affaires. Et parce que l'histoire avec Longuepée, on l'ignorait totalement. Longuepée, c'est quelqu'un qui... qu'est-ce que tu veux dire C'était un homme qui avait une certaine rigueur morale, intellectuelle, etc. Non, mais il ne comprenait pas les choses. Il ne comprenait pas pourquoi il était attaqué par les supporters. Il ne comprenait pas. Il faisait le maximum pour essayer. Lui, il avait d'un côté... Ce que je crois, si tu veux, il était bon sur le fond et mauvais sur la forme. Et on est dans un milieu de football où il faut être bon et donner l'impression qu'on fait même si on ne fait pas. Et ça, c'est un peu le fond du Mais problème peut-être de Longuepée. T'as vu où ça conduit Oui, de faire, on voit bien où ça a conduit, mais les supporters se sont laissés abuser par cela. Après, chacun, moi je ne position, prends pas position non plus, mais c'est j'ai simplement vécu- une constatation. J'ai vécu des choses un peu tristes quand même. J'ai vécu des moments où ce gars-là, il avait l'impression qu'il faisait le maximum, il se battait avec... Oui, et qu'il était parfaitement incompris. mais ça passait pas, quoi. En tout cas, merci. De rien. Franchement, je n'attendais absolument pas une intervention de ta part dans ce domaine. Je croyais que tu allais me dire de sombres banalités sur les Girondins, comme tout intervenant. Non, je te dis la vérité. Et là, moi, j'espère que cette interview sera écoutée, sera révélée, qu'elle sera partagée. Merci en tout cas de ta franchise. De rien. On va rappeler, bien évidemment,
tes 2 livres. Hein. Bon, d'abord, ça, c'était un petit peu ancien, mais ça se lit très très bien. 9 vies d'Ezio, ça raconte ton parcours, le parcours de ta famille, le tien, bien évidemment, travers, celui des Darmian, au travers de la vie d'Ezio. Et puis, bien évidemment, Quartier Libre, très intéressant, qui nous a fait parler de la Commune de Paris. Et nous allons terminer cette série d'interviews et cette 17e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe avec toi. On invite Jean-Marie Darmian pour terminer. On en était ravis. À très bientôt, mon cher Java. À bientôt.